Bonjour! Aujourd'hui, je suis vraiment fière. Je viens juste de terminer d'enregistrer un podcast avec Erika Todd qui travaille à la Banque de Montréal. Elle est directrice vente aux institutions et conseillers et elle est spécialiste en FNB. Pourquoi je suis fière? C'est parce que depuis 1 an, bien entendu, j'en apprends vraiment plus sur la finance, puis sur mon propre argent, puis mes propres investissements. Et je dirais que peut-être qu'il y a 1 an, je me serais sentie beaucoup moins à l'aise de discuter avec elle qui travaille dans la finance depuis vraiment de nombreuses années. Mais aujourd'hui, je comprenais vraiment tout ce qu'on disait, heureusement, parce que c'est moi c'est moi qui l'invite sur le podcast. Mais aussi, je trouvais que c'était bien vulgarisé, puis j'espère vraiment que ça va vous aider à faire des investissements, puis surtout à vous lancer et aussi à vous faire aimer passionnément votre argent. Bonne écoute! Bonjour Erika, bienvenue sur le podcast de Nanti. Bonjour Rosie, merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. Merci à toi d'avoir accepté de venir nous parler de probablement un sujet qui te passionne, l'argent, les investissements et tout ce qui s'y rattache. Si tu veux, tu peux peut-être commencer par parler un peu de toi, de ta carrière, de ta vie personnelle, même si tu veux l'aborder. Oui, absolument. Ben, la finance, évidemment, ça me passionne beaucoup. Je suis un gros nerd. Mais c'était pas ma première carrière, en fait. C'était pas en finance. J'étais entraîneuse physique après d'avoir complété mon bac d'affaires à Concordia. Donc, j'ai été entraîneuse pendant 5 ans. Et finalement, ce qui m'a motivée de me relancer en finance, c'était une de mes clientes d'entraînement physique. Okay. Elle faisait des ventes institutionnelles sur Wall Street dans les années 90. Puis, c'était elle qui m'a encouragée d'aller prendre mon titre de CFA puis de me relancer en finance. Donc, c'est vraiment grâce à elle. Elle m'a motivée beaucoup de faire ça. Parce que quand j'ai commencé à gagner de l'argent comme entraîneur, je faisais beaucoup de recherches comment l'investir, puis je suis devenue très, très passionnée sur les marchés, sur les placements. Puis le plus que j'ai lu, le plus que je voulais en savoir. Puis finalement, ça m'a mené de prendre mon examen de valeur mob, puis ensuite de prendre les examens CFA. Wow! Fait que cette rencontre-là a vraiment comme changé ta carrière personnelle. Ma vie, absolument. Oui, puis on demeure amis aujourd'hui. Ce qui est vraiment le fun. Puis côté vie personnelle, j'ai un chum, on est ensemble depuis 9 ans, puis on a un chat et un chien et on habite à l'île des Sœurs. On aime beaucoup l'activité physique. J'essaie encore de me garder en forme, même si je travaille pas dans le domaine. Mais on habite ici sur le bord de l'eau, puis on essaie d'aller marcher, d'aller faire des randonnées à chaque jour. Ah ben oui, hein. En plus, maintenant qu'on est beaucoup à la maison, puis faut qu'on sorte un petit peu. Veux-tu nous parler un peu plus de ta carrière, puis ou également qu'est-ce que tu fais au sein de la Banque de Montréal? Quand j'ai commencé ma carrière, maintenant ça fait 10 ans, je viens de passer mes 10 ans à la BMO. Puis quand j'ai commencé du côté du courtage direct chez Ligne d'Action. Puis je faisais la service à la clientèle et aussi la négociation. Donc j'aidais les clients à placer leurs transactions, puis je répondais à toutes leurs questions. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et puis, ça fait 7 ans, presque 8 ans maintenant que je travaille pour la BMO Gestion mondiale d'actifs comme spécialiste des fonds négociables en bourse. Et comme je t'ai expliqué avant, moi, je travaille auprès des conseillers en placement, mais aussi des gestionnaires de portefeuille. Donc, non seulement les conseillers en placement qui gèrent l'argent des particuliers, mais je couvre aussi les institutions comme les fonds communs, comme les family office ou les fonds de pension. Veux-tu nous parler un peu plus des FNB? Oui. Donc, un FNB, comment je l'explique, c'est comme un fonds commun, mais ça transige sur la bourse comme une action. C'est comme un fonds commun dans le sens que c'est un panier de titres, soit d'actions ou d'obligations, et ça permet une meilleure diversification comparée à sélectionner des titres individuels pour son portefeuille. Donc, je trouve que les FNB, c'est une très belle façon de diminuer ses coûts d'investissement, d'avoir une portefeuille très bien diversifiée, puis ça rend aussi la vie plus facile au niveau de la rééquilibrage. On peut le faire très facilement, puis on peut se construire un portefeuille très bien diversifié avec 1 ou 2 FNB ou 5 FNB, dépendant de ses objectifs. Mais les FNB sont des outils qui rendent la vie beaucoup plus facile, puis ils aident à obtenir des résultats meilleurs quand ça vient à l'investissement aussi. Puis, je crois que c'est relativement assez nouveau dans le domaine de l'investissement.
En fait, ça fait 30 ans que les FNB existent. C'est possible. Puis c'est une innovation qui est née ici au Canada. On n'en parle pas beaucoup. Mais des fois, quand je donne des présentations aux investisseurs, je demande comme point de départ, qu'est-ce que les FNB ont en commun avec le basketball puis les Bloody Caesar? Puis la réponse, c'est que ils étaient inventés ici au Canada. Et ça fait 30 ans maintenant depuis la première FNB a été inscrite sur la bourse de Toronto. Je pensais que c'était relativement nouveau parce que ces temps-ci, ou peut-être que tu l'as remarqué, moi, je travaille dans le marketing web, fait que je vois souvent la publicité web, mais on dirait que je vois beaucoup de publicité de toutes les banques puis toutes les institutions qui mettent de l'avant leur FNB. Fait que je sais pas si c'est juste plus à la mode, en guillemets, ou est-ce que il y aurait une... On a vu beaucoup de croissance dans le domaine des fonds négociables en bourse au Canada dans la dernière décennie, mais je te dirais encore plus dans les derniers 5 ans. Quand j'ai commencé à la BMO du côté des FNB, il y avait 5 fournisseurs au Canada. Puis maintenant, on est rendu 39 fournisseurs. Donc, il y a beaucoup plus de compagnies puis beaucoup plus de produits qui existent sur le marché maintenant. En fait, sur le marché canadien, il y a en excès de 1000 FNB qui transigent. Donc, il y a beaucoup de choix. La BMO, on est un parmi les plus importants fournisseurs au Canada. On est le deuxième plus grand, mais ça fait 10 ans de suite qu'on est le numéro 1 en vente au Canada de tous les fournisseurs. Puis, admettons, j'imagine que de ce que je comprends du FNB, c'est que des personnes, comme mettons à la BMO, vous choisissez des actions, comme tu dis, ou des titres, puis vous les mettez dans un panier. Mais ça veut dire que aussi, par exemple, une autre banque pourrait décider de mettre les mêmes titres comme dans leur panier à eux, mais ensuite, nous, on choisit avec qui on veut faire affaire. C'est bien ça? Ça se peut que les fonds soient similaires d'une banque à l'autre? Il y a beaucoup de fonds qui sont similaires, mais au tout début, les FNB étaient une façon de répliquer un indice, d'avoir les mêmes rendements qu'un indice. Donc, si on achète un FNB indiciel qui réplique un indice, la plupart des FNB indiciels vont être presque identiques d'un fournisseur à l'autre. Donc, si vous l'achetez de iShares, de BMO, de Vanguard, ça va vous donner pas mal la même chose. Puis les frais, parmi les plus grands fournisseurs, ça va être identique aussi. Mais on a vu beaucoup d'évolution au niveau des produits, comme j'ai mentionné au cours des 5-10 dernières années ici au Canada. Donc, on a plus de choix en termes de stratégie. Donc, il y a plus de stratégies qui sont gérées activement ou qui sont gérées mi-activement ou basées sur des règles. Donc, il faut quand même regarder un petit peu la stratégie, comment ça fonctionne, puis comprendre qu'est-ce qu'on achète. Parce que c'est pas juste des indices à ce point-ci. La plupart au début, c'était des indices, mais maintenant, il existe beaucoup de différentes sortes de stratégies. On a parlé déjà dans un autre épisode de podcast que j'aime beaucoup des FNB, c'est que justement, c'est des professionnels qui travaillent, je dirais peut-être même 24 heures sur 24 pour optimiser ces portefeuilles-là. Fait que c'est certain que c'est quasiment un no-brainer. Quand tu t'y connais pas trop, mais tu te dis, bon, ben, c'est sûr que j'imagine que les gens font leur travail correctement. Fait que je pense que c'est vraiment une stratégie intéressante que moi, personnellement, dans mon portefeuille, j'utilise. Un point on aborde souvent dans les avantages des FNB, puis j'aimerais peut-être que tu élabores un peu plus là-dessus, c'est qu'on dit que c'est beaucoup moins dispendieux que de faire des investissements comme, disons, plus différents ou traditionnels, je sais pas comment on le dirait exactement, mais est-ce que tu peux parler un peu plus de ces coûts-là? Oui, absolument. Donc, un fonds commun traditionnel, généralement c'est géré activement. Donc, il y a un gestionnaire qui est en train de sélectionner des titres, quoi vendre, quoi acheter. Et avec un FNB, comme j'ai expliqué, il y en a beaucoup qui sont passifs, donc il n'y a pas de gestionnaire actif qui sélectionne des titres. Donc, ça réplique les rendements d'un indice. Donc, c'est à cause de cette différence-là qui sont beaucoup moins coûteux. Les frais de gestion en moyenne pour les fonds communs gérés activement, les fonds traditionnels au Canada, ça peut être entre 1,5% jusqu'à 2,5%. Donc, ça peut être
assez dispendieux. Puis pour un FNB, si on sélectionne quelque chose qui est passif puis réplique les rendements d'un indice, ça peut être aussi peu coûteux que 0,05% en termes de frais de gestion ou 0,10%, ou on peut avoir un portefeuille qui est équilibré, diversifié, mais quand même passif pour 0,2%. Donc, c'est une fraction du coût des fonds gérés traditionnellement. Pour mentionner aussi, comme j'ai mentionné, il existe maintenant des stratégies en FNB qui sont gérées activement ou qui sont basées sur des règles, qui est comme le mi-chemin entre le passif et la gestion active. Et pour ces genres de stratégies-là, les coûts sont généralement autour de 0,3-0,4%. Et pour les FNB qui sont gérés activement, ça pourrait être un petit peu plus dispendieux, vers le 0,7%. Mais il existe beaucoup de stratégies maintenant. Il existe beaucoup plus de choix qu'avant. Est-ce que n'importe qui pourrait décider d'investir dans un FNB? Oui, donc pour investir dans un FNB, il suffit d'avoir un compte de courtage direct en ligne. Donc, on peut les acheter soi-même très facilement. On peut aussi les acheter si on travaille avec un conseiller de valeurs mobilières en plein exercice. Si on travaille avec un planificateur financier, on peut les acheter avec un planif, mais généralement, ça serait en format fonds commun, donc dans un fonds indiciel ou dans un fonds commun qui investit dans des FNB. OK. Puis, est-ce que tu voudrais nous dire, mettons, est-ce qu'il y a des chiffres sur combien il faut investir? Est-ce qu'il y a un minimum? Je sais que j'imagine qu'on peut, sky is the limit, mais est-ce qu'il y a comme un minimum pour investir dans un FNB? Dans un FNB, non, c'est pas la même chose qu'un fonds commun. Généralement, un fonds commun, ça commence à $500. On peut commencer avec moins dans un FNB. Mais pour bâtir un portefeuille, on peut commencer, même si on a $1,000. Je dis toujours aux gens, c'est mieux de commencer tôt, même si on n'a pas beaucoup à investir. C'est mieux de commencer tôt puis de développer des bonnes habitudes d'investissement, même si on n'a pas beaucoup d'argent. Et les FNB, ça rend la tâche plus facile parce que même avec $1,000, on peut avoir un portefeuille qui est assez bien diversifié à travers le monde. Puis c'est ça, $1,000, c'est pas énorme parce que des fois, puis moi aussi, j'avais cette préconception-là qu'il fallait avoir vraiment beaucoup d'argent pour commencer à investir. Mais non, c'est plutôt l'inverse. C'est plus tu le mets tôt que c'est là qu'il va y avoir les intérêts, puis les intérêts composés. Vaut mieux de commencer avec pas beaucoup puis commencer le plus tôt que possible. Une chose, quand je t'ai écrit pour te parler du podcast, moi, j'étais beaucoup intéressée à investir peut-être dans un ESG. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de c'est quoi ESG? Puis peut-être même me dire c'est quoi les mots exactement ESG? Donc, ESG, les stratégies de ESG sont axées autour des facteurs environnementaux pour le E, social pour le S et la gouvernance pour le G. Donc, on regarde les aspects comme le changement climatique, les pollutions liées à une société en particulier. Pour l'aspect social, on regarde les compagnies qui prennent sérieusement la santé de leurs employés et la rémunération, par exemple. Donc, c'est quelques aspects que les stratégies ESG privilègent. Et en généralement, les fonds ESG, ce qu'ils font, ils donnent un cote à les sociétés et les sociétés qui gèrent mieux ces risques ou ces aspects auront une meilleure pondération à l'intérieur du fonds. Donc, avant, ça fait quelques années qu'il y avait la perception dans le marché que les fonds ESG sous-performeront les placements traditionnels. Mais maintenant, on a assez de données, on a assez d'historique sur ce genre de stratégie qu'on peut prouver que la performance est quand même assez semblable aux indices traditionnels, même un petit peu mieux parce qu'ils gèrent ces risques-là. Et je te dirais aussi, Rosie, que ça devient de plus en plus populaire, pas juste auprès des investisseurs particuliers, mais aussi il y a beaucoup de demandes du côté institutionnel des fonds de pension qui veulent vraiment investir dans des compagnies qui gèrent bien ces risques-là, puis font attention à ces facteurs-là. Dans les ESG, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais il y a également le facteur comme de l'équité salariale, puis Exactement. des compagnies comme
woman-owned, dans le fond, qui sont dirigées par des femmes, puis ça aussi, ça fait partie des facteurs dans les ESG. Donc, c'est sûr que... Absolument. Donc, c'est la diversité de l'équipe de gestion, mais aussi des employés au niveau des employés de la firme. Et il existe des stratégies de placement qui sont axées sur ça en particulier. Comme chez nous, à la BMO, on a une stratégie, le Women in Leadership. Donc, on est à la recherche des compagnies qui ont un minimum de 30% des femmes en direction, en position de cadre. Super. Et il y a beaucoup de recherches, en fait, qui prouvent que les sociétés qui sont mieux diversifiées au niveau des genres, au niveau de la race, sont mieux performantes aussi. OK. C'est intéressant à entendre. Tant mieux, hein, c'est le fun d'avoir ces chiffres-là, ces statistiques-là. Et je trouve ça encourageant aussi, même dans la finance, parce que quand j'ai commencé à la BMO il y a 10 ans, il y avait moins de femmes à ce temps-là, mais même au cours des derniers 10 ans, j'ai remarqué une grosse différence. Les équipes il y a beaucoup plus de diversité, donc je trouve ça très excitant, très motivant et j'essaie toujours d'aider la prochaine génération de femmes. Je me suis impliquée récemment dans les cercles de mentorat ici à l'interne à la BMO. Donc, j'ai 4 femmes que je vais mentorer prochainement dans leur carrière. Je trouve ça vraiment, vraiment cool que je pourrais aider comme ça. Traditionnellement, c'est un domaine qui était beaucoup plus masculin, la finance. Là, tu dis qu'il y a comme plus de femmes, mais est-ce que on est rendu à l'équité ou pas encore? Pas encore. Quand j'ai commencé, c'était comme genre moins de 10% qui étaient des femmes dans l'industrie. Puis en ce moment, je te dirais, on est au niveau d'entre 20 et 25%. J'aimerais bien avoir 30, 35 ou même 50%, mais je pense que ça s'en vient. Et c'est beaucoup amélioré depuis que j'ai commencé. C'est le fun que tu t'impliques dans le mentorat. J'avais écouté un webinaire qui était de la revue Première en affaires, puis il y avait quelqu'un, je pense que c'était des gens qui faisaient la gestion de portefeuille, je me souviens plus exactement, je pourrais t'envoyer après le lien, mais qui disait que des fois les femmes arrêtaient d'être dans le monde de la finance tout simplement parce qu'il y avait pas justement de mentor ou de personnes qui les guidaient pour aller comme plus de l'avant parce qu'il y avait pas assez de modèles. Donc, c'est vraiment le fun de voir que tu t'impliques personnellement. Puis, tant qu'à continuer à parler de toi comme plus personnellement, est-ce que tu veux nous parler de ta relation avec l'argent? Ça, c'est un sujet que j'aborde beaucoup sur le podcast puis partout, sur toutes les plateformes de Nanti, le money mindset. Est-ce que tu peux dire, toi, Erika, j'aime l'argent, puis tu le dis comme sans tabou? Oui. Sans tabou, oui, j'ai aucun problème à admettre ça. Puis mon relation avec l'argent, c'est commencé quand j'étais plus jeune, quand j'étais entraîneur, puis j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent après que j'ai fini mon bac. Et puis, j'avais un petit peu à investir. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup de lectures, à faire beaucoup de recherches. OK, comment je vais investir mon argent? Puis, j'ai vraiment tombé en amour avec l'industrie puis avec la bourse. Quand j'étais plus jeune, comme en école secondaire ou même en université, je savais pas ce que je voulais faire pour gagner la vie. Donc, c'était vraiment juste la fin de ma vingtaine que je savais exactement ce que j'allais faire. Mais je pense que pour beaucoup de femmes, elles pensent peut-être au secondaire qu'il faut être très forte en mathématiques pour vouloir faire une carrière en finance. Mais il y a beaucoup d'aspects, hein. C'est pas juste les mathématiques, mais c'est aussi le vouloir d'apprendre. Et il y a un aspect relationnel aussi. Parce que il faut vouloir aider le monde, puis faire affaire avec le monde, puis connaître le monde. Puis je trouve que ça, c'est un aspect motivant aussi. C'est connaître les gens, puis il faut être passionné de ça aussi. Donc, c'est un bon mix de l'aspect, oui, financier, de mathématiques, d'apprendre sur la bourse, mais il y a aussi un très grand aspect relationnel dans le domaine de la finance. Quand tu dis que c'est avec les gens, c'est sûr, parce que l'argent, c'est la chose comme
qu'on parle pas beaucoup entre nous des fois, puis c'est la chose, c'est tellement émotionnel, l'argent, puis on y attache tellement une Absolument. émotion, puis tu sais, justement, comme là, en mars dernier, quand il y a eu des pertes d'argent, les gens étaient comme vraiment stressés, puis tu sais, Stressé, oui. c'est toutes des émotions qui sont liées à ça, puis en tout cas, moi, je travaille beaucoup à changer justement mon money mindset, puis à moins être dans les émotions, mais c'est certain que c'est pas facile, hein? Exact, c'est ça. Même au niveau des professionnels, on a tous de la misère des fois à gérer les émotions quant à la bourse, quand il y a des perturbations puis des choses qui arrivent comme mars dernier. Il faut vraiment être discipliné puis gérer ses émotions, absolument. Puis c'est normal d'avoir des émotions. Donc, Erika, pour revenir sur ta relation avec l'argent, est-ce qu'il y a quelque chose qui faisait que, tu sais, tout à l'heure, tu as mentionné que tu étais intéressée puis tu voulais comme lire dès que tu avais fait un peu d'argent. Est-ce qu'il y avait, dans ta famille, vous parliez ouvertement d'argent? C'était quoi le point de départ de ça? Et ma mère aussi, elle m'avait beaucoup motivée parce qu'elle fait beaucoup de lectures aussi comme moi. Puis, elle lisait sur des fonds indiciels comme façon d'investir d'une façon moins dispendieuse. Puis, elle m'a aussi, elle a aussi partagé ces informations qu'elle a eues que c'est très difficile pour un gestionnaire actif de battre les indices d'une façon consistante. Donc, ces informations-là, ça m'a beaucoup inspirée. Puis, je me suis beaucoup penchée dans mes portefeuilles sur l'approche indicielle ou passif dès que j'ai commencé à investir. Donc, ça, c'était même avant que tu sois à la BMO. Oui, absolument. Donc, j'achetais des FNB indiciels dès le début et c'était grâce à ma mère. Wow. Comme quoi, ça vaut la peine de tout de suite parler d'argent avec avec ses enfants ou avec sa famille parce que ça fait du chemin quand on y repense. Là. Puis là, maintenant que justement que tu travailles à la banque puis que ça fait partie de comme juste une curiosité puis une passion pour les chiffres. C'était une curiosité puis c'est devenu une passion avec au cours du temps. Puis elle m'a aussi motivée de sauver mon argent le plus que possible. Puis je l'ai traité presque comme un jeu quand j'ai commencé de gagner l'argent. Tu as toutes sortes de planificateurs financiers, des blogs financiers qui suggèrent OK, ben tu peux commencer de sauver 10% de ta paie ou 20% de ta paie. Puis je me suis dit ben OK, moi je vais essayer de sauver 50%. Wow. Puis je l'ai traité comme jeu. Puis après quelques années comme ça, puis quand tu les investis dans les FNB sur la bourse, ça commence à donner des résultats après quelques années. Puis c'est très encourageant de voir son petit montant grandir. Ben oui, c'est sûr. Puis est-ce que ça, dans le fond, c'est dans un but de liberté financière? Est-ce que c'est ça ton end goal ou? Oui, éventuellement la liberté financière, mais j'aime tellement ce que je fais pour le travail que je veux pas prendre ma retraite trop jeune parce que le plus que tu es là-dedans, tu deviens ami avec tes clients, puis ça devient très agréable. Donc non, je veux pas prendre la retraite jeune. J'adore ce que je fais, mais avec de l'argent, ça donne des options. Donc, il n'y a pas autant de stress, on a plus d'options, puis on a plus de flexibilité dans la vie, on peut faire plus de choses. Donc, pour moi, c'est un peu le but d'avoir la flexibilité. Puis, j'aime aussi voyager, j'aime déguster des différents vins, j'adore le ski, donc tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, c'est pour ça que j'investis. Aussi parce que je veux donner à mon chien et mon chat la meilleure nourriture possible. C'est vrai que ça coûte cher. C'est pas donné, non. Si tu veux donner des bonnes nourritures, là, ben oui, moi aussi, j'ai un petit chien qui mange très bien. Des fois, on fait des blagues, on dit qu'il mange mieux que nous. Quand la nourriture est au canard, puis nous, on mange pas tout le temps de canard. C'est nos toutous, nos bébés. Exact. Donc, c'est super. On en a appris un peu plus sur les FNB. Fait que là, tout le monde doit être vraiment intéressé. Donc, explique-nous, Erika, par où on commence? Mais d'après moi, les FNB, c'est un point de départ très naturel et très efficace pour les investisseurs parce qu'on peut bâtir une portefeuille solide qui est très bien diversifiée et très peu coûteux avec seulement 3 ou 4 FNB.
Et il existe aussi maintenant, d'ailleurs, des FNB d'allocation d'actifs. Donc, même avec un seul FNB, on peut avoir un beau portefeuille diversifié. Okay. Par exemple, le ZGRO, c'est notre portefeuille de croissance. Et puis, ça vous donne exposition à un portefeuille de 80% en actions puis 20% en obligations, qui est diversifié à travers le monde pour un frais de gestion de 0,18%, donc très, très peu coûteux. Donc, celui-là, ça a un 20% en obligation, mais si vous êtes axé vers la croissance à long terme, puis si vous n'avez pas besoin de cet argent au cours des prochaines 10 ans ou plus, là, je dirais, vous pourrez considérer des FNB 100% en actions, tels que le ZGQ, c'est notre fonds mondial d'actions de qualité, donc des actions de la meilleure qualité fondamentale à travers le monde. Celui-là, j'adore. Il y a aussi, pour les investisseurs qui sont intéressés dans les placements ESG, les facteurs ESG, on a le ESGG, encore 100% en actions. Et puis, c'est les actions les meilleures cotées en matière de l'environnement, les facteurs sociaux et la gouvernance, encore sur une base mondiale. Un autre exemple pour les investisseurs qui sont axés vers la croissance, c'est le ZNQ. C'est l'indice de la Nasdaq, les 100 actions plus grandes de la Nasdaq. Et puis, un qu'on a lancé dernièrement, c'était le ZINN, c'est l'indice d'innovation. Donc, pour ceux et celles qui veulent donner un plus de potentiel de croissance à leur portefeuille, ça pourrait être des options intéressantes. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a des FNB autant, dans le fond, pour toute tolérance au risque. Tu sais, des fois, justement, quand on va à la banque ou voir notre conseiller, les gens nous demandent notre tolérance au risque. Donc, dans les FNB, on retrouve le même type de soit Exactement. Faible à élevé. À élever, exactement. Donc, si on est un investisseur plus conservateur, puis on veut pas prendre aussi de risques, puis peut-être qu'on va avoir besoin de cet argent-là à l'intérieur de 5 ans, là, on pourrait considérer quelque chose comme le ZCON, qui est 60% en obligations et 40% en actions. Ah, c'est super intéressant. Merci beaucoup pour ces exemples concrets-là. Ça fait plaisir. Et on pourrait, pour les investisseurs qui sont intéressés d'en savoir plus, ils peuvent considérer le site des FNB BMO pour avoir plus d'informations sur ces stratégies-là. Parfait. Je le mettrai en lien là, avec aussi les noms des différents FNB que tu viens de mentionner. D'ailleurs, c'est ça, sur le site de la BMO, c'est très bien expliqué. Là, je vais laisser plusieurs liens même. Je pense que c'était vraiment intéressant de voir. Merci pour le feedback. Je suis contente que ça a bien été. Est-ce qu'il y avait une dernière chose que tu voulais aborder là, en terminant? J'avais 3 dernières choses en fait, Rosie. Donc, le premier, c'est de commencer à investir le plus tôt que possible. Il n'y aura jamais un moment parfait pour commencer à investir, puis il est presque impossible de timer le marché. Donc, ça vaut mieux de commencer plus tôt avec une somme plus petite qu'attendre jusqu'à on a une somme un petit peu plus excitant parce que on manque la croissance les années où on attend. Donc, commencer le plus tôt que possible, c'est numéro 1. La deuxième chose, je trouve que c'est la meilleure façon d'investir, c'est d'investir régulièrement. Donc, chaque fois qu'on reçoit sa paye dans sa compte bancaire à chaque 2 semaines, payez-vous d'abord, on dit. Puis, je trouve que c'est une bonne façon d'accumuler son argent au fil du temps. Puis, ce que je fais à chaque fois que je me fais payer à chaque 2 semaines, je mets de côté un pourcentage spécifique et j'essaie de mettre à côté le plus que possible et j'investis cette somme-là à chaque 2 semaines. Donc ça, c'était la deuxième chose, d'investir régulièrement et payez-vous d'abord. Puis la troisième chose, moi, je crois vraiment à les FNB pour mon portefeuille personnel et je crois que c'est mieux quand on est débutant avec la bourse puis avec les investissements, c'est beaucoup mieux d'acheter des FNB au lieu des actions parce que on est mieux diversifié et c'est beaucoup moins volatile. Donc oui, avec les actions, on peut super bien faire, mais aussi on peut perdre comme la moitié de notre placement beaucoup plus facilement qu'avec un FNB. Donc je trouve qu'un FNB, c'est une belle façon de s'assurer qu'on est bien diversifié et ça aide à réduire la volatilité
par rapport aux titres individuels. Donc, pour moi, la plupart de mon argent, c'est dans les FNB. Oui, je garde peut-être un petit peu de mon portefeuille pour acheter des actions individuelles, mais comme conseil, je dirais pour ceux et celles qui sont en train de commencer, c'est une meilleure chose de commencer avec les FNB et non les actions des titres individuels. Merci beaucoup, Erika, de nous avoir parlé plus de ce qui te passionne, puis des chiffres, puis de l'argent. J'étais vraiment contente de t'entendre aujourd'hui. Merci, Rosie, ça fait plaisir.